Salut Julien, est-ce que tu peux nous parler un peu de la marque et de son évolution ? Salut Vincent. Alors déjà, on va rectifier, je suis pas président de Made.com, sinon je vais me faire engueuler très très vite. Oups. On est trois fondateurs. Mais bon. Non, vas-y. Ouais. Alors Made, en 2 secondes, Made.com. Donc certains nous connaissent, certains ne connaissent pas ici. En 30 secondes, on est une marque de mobilier design qui a la particularité de commercialiser par un canal de distribution qui est le web, tout en utilisant une flopée de canaux marketing, à la fois online et offline. Qu'est-ce qu'on vend ? On a lancé la marque en 2010 et là où nos voisins suédois font un très bon boulot sur le mobilier fonctionnel, si vous voulez une table basse à 9 €, ils vous trouvent une table basse à 9 € qui en plus n'est pas si moche que ça. Nous on travaille sur du mobilier plus haut de gamme. Donc on a émotionnel, t'as bien retenu la leçon. Et là on a innové sur le métier du développement de produits et de meubles, de sourcing, de design, sur tout ce qui est supply chain et développement pour arriver à proposer ça à nos clients. On s'est lancé le 21 mars 2010 à Londres. On était 3, on était rapidement 8 et puis depuis on a un peu grossi, on a levé les fonds tout de suite. On a lancé la marque avec un site internet qui vendait 2 produits, puis la semaine suivante on avait 4 produits, puis la semaine suivante on avait 6 produits, etc. On a développé depuis une gamme d'environ 3000 produits. La première année c'était surtout proof of concept, montrer que le business marchait, puis derrière on s'est développé un peu vite. Et aujourd'hui on est présent dans 6 pays, donc on n'est plus uniquement en Angleterre, on est en Angleterre, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Et on a à peu près 200 personnes. Très bien. Alors on le voit, l'offre et les produits ont évolué. Vous avez combien de références aujourd'hui ? On a 3000 références. À peu près. On n'a pas le même catalogue en Angleterre et en France, mais c'est dans ces eaux-là. Alors comment a évolué la communication, le marketing, l'achat média pour Made au fur et à mesure des mois et des années ? Nous, c'était très simple. Donc, quand on a lancé le site, on n'avait pas l'argent, enfin pas encore. On levait des fonds, mais il n'était pas sur le compte en banque, donc on a fait des RP. On avait la chance d'avoir une histoire sympa, des produits sympas et un concept qui faisait parler un petit peu. Donc, on a passé 2 mois à uniquement tenter de faire parler de nous. Les RP, c'est super, on n'en a jamais assez. Derrière, on a eu des sous et on a commencé à le dépenser. Alors, on a toujours fait très très gaffe à la façon de dépenser notre argent. On n'a pas l'habitude d'aller claquer des thunes, comme on dit, pour faire de la croissance, puis derrière rationaliser. On a toujours une logique très héroïste, mais on a fait quoi ? On a fait du Google, on a fait du Facebook. On a regardé nos coûts d'acquisition, comme tout le monde au début. Last click sur GA, on s'est rendu compte que Facebook était cher, on a arrêté. Peut-être parce que ça marchait moins bien à l'époque, mais surtout parce qu'on avait pas tout l'écosystème de marketing suffisant autour pour le faire marcher. Et deuxièmement, on n'avait pas une bonne lecture de la perf. On a plugué tout ce qu'il fallait sur l'online, Google, Facebook, Riteo, retargeting, affiliation. Puis, au bout d'1 an, on a commencé à faire des choses bizarres pour une boîte online. On a commencé à faire du print. Au bout de 2 ans, on a commencé à faire du métro. C'est ça ? Dans la presse britannique. Dans la presse britannique, on n'était qu'en Angleterre. On a lancé la France le 31 janvier 2013. Donc on était encore en Angleterre. Donc, 2e année, on fait du métro. Au bout de 2 ans et demi, on lance un showroom. Alors le showroom, on avait un board, on avait levé des fonds, et c'est la seule question où on a eu besoin de voter en board, parce qu'on est toujours d'accord, même si on s'engueule. Et pourquoi on a eu besoin de voter ? Parce que personne n'était d'accord, parce que personne ne savait si ça allait marcher. Et puis c'était pas une décision qui allait mettre l'avenir de la boîte en danger non plus. Et on a décidé de lancer sans savoir si c'était une bonne ou une mauvaise décision, parce qu'un showroom, on y reviendra tout à l'heure, mais le ROI d'un showroom, c'est hyper compliqué à imaginer. On ne sait pas si ça va apporter du business ou pas de business, de la conversion ou pas. Je pense que c'est une des meilleures idées qu'on ait eues dans la boîte dans les dernières années, de lancer des showrooms. Et donc showroom, et puis derrière, de 2013, donc au bout de 3 ans, on a commencé à faire de la télé. Donc on fait un peu de tout. On l'a vu avec la pub TV. Alors la différence avec le lancement en France, c'était quoi la différence de stratégie de lancement ? Parce que pour le coup, vous n'êtes pas présent physiquement encore. Ouais, alors en France, quand on a lancé, alors on avait la chance d'avoir un peu plus de produits. On en a lancé avec 300-400 produits. On a lancé des produits qui marchaient bien en Angleterre. Ouais. Et on a plugué tout directement. Donc on a plugué tout le online. Et ça, on l'a refait quand on a lancé chacun des pays. On n'a pas fait de print parce que le print en France, on trouve ça trop cher. On a raison ou pas raison, je ne sais pas. On n'est pas encore des experts, on essaye. Et on a fait de la télé, on a fait du sponsoring très rapidement. On n'avait pas de showroom. On n'a jamais eu de showroom en France pour l'instant. On va attendre. Mais ça devrait arriver là. T'as pas un truc là, t'as pas un petit annonce. On y réfléchit pour cette année. Ça arrivera peut-être dans quelques mois, j'ai rien dit. Okay. C'est pas du tout filmé.
Et on a fait un peu de tout en France. Hein. On a fait du métro quasiment tout de suite, et on a fait un deal sur vente privée qui, je considère pour nous, est un canal marketing aussi. Très bien. Ok, et du coup, comment tu vois l'évolution de la gestion de l'achat d'espace pour des commerçants comme toi, en fait? C'est quoi les pistes que tu penses déployer dans les prochains mois? Ou que tu suis? Il y a eu beaucoup de cas ce matin différents, donc tu as pu voir qu'il y a quand même pas mal de levées qui sont possibles grâce à la data. Et, ouais. Donc, est-ce que tu as des pistes de réflexion, aller chercher des nouvelles communautés, ouais. Alors, intégrer les données du search éventuellement pour, tu vois? Les pistes techniques pour mieux dépenser son argent sur des nouveaux canaux, ou quels sont les nouveaux canaux pour le dépenser, je pense que je vais pas en parler parce qu'il y a plein de gens qui sont venus qui vont vous le vendre très 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 bien et mieux que nous. Je vais dire tout à fait le contraire. Moi, je pense que le challenge aujourd'hui pour un e-commerçant, c'est de trouver comment ne pas dépenser son argent sur des canaux marketing, parce que c'est un peu moins le cas pour nous, mais parce qu'on n'est pas un retailer, on ne vend pas les produits de tout le monde, et donc on a un tout petit peu plus de marge qu'un Amazon ou un mec qui va vendre des Nike. Mais le gros challenge dans l'e-commerce, c'est que ça coûte cher de faire du web. Et pourquoi ça coûte cher ? On est là parce que le marketing, ça coûte super cher. Donc le vrai challenge, c'est d'aller investir dans sa marque. Et en fait, je suis content et pas content parce que c'est exactement ce qui vient d'être dit à la fin de la conférence précédente. Le ROI, c'est bien et c'est hyper important. Il faut qu'on ait l'image du ROI dans la tête. Le problème, c'est que le cerveau humain est binaire, et quand on vous dit faites du ROI, on oublie qu'on ne sait plus dépenser dans la marque. Parce qu'on ne sait pas si un showroom c'est utile, et on ne sait pas si faire du display c'est utile. Et quand on n'arrive même pas à traquer la perf d'un canal, même en first click, on a super peur. Sauf que derrière, quand vous regardez votre perf, nous, quand on regarde le ROI d'un pays en mensuel, on regarde tous les canaux et on regarde si le canal a performé sur ses KPI par rapport à ce qu'on avait imaginé. Mais on regarde surtout le ROI global. On a un target de ROI sur le mois, on regarde le ROI global des canaux, parce qu'on sait très bien que de toute façon, tu auras, même si tu traques ton mobile, ton multi-device, etc., tu auras une partie de ta perf qui reviendra en trafic direct derrière. Du coup, quels canaux tu penses utiliser sur les prochains mois ? On parlait du showroom tout à l'heure, showroom virtuel Unbox. Il y a pas mal de tests, d'expériences qui sont possibles. Tu peux un peu en parler ? Bon, on fait rien de magique, hein. Et puis si on faisait des trucs magiques, je le dirais pas forcément maintenant. Non, on a un mix aujourd'hui qui est assez... je vais le dévoiler parce que c'est pas très compliqué. On fait quasiment... quand on fait de la télé, on fait quasiment du 50-50 offline online, finalement, ce qui surprend les gens d'habitude parce qu'ils pensent qu'on fait beaucoup plus online. En online, on est surpondéré comme tout le monde sur Google. Hein. On fait du Google, on fait du shopping, on fait un peu de tout. Et le challenge pour nous, encore comme je l'ai dit, c'est là qu'on essaie d'investir. Sur les prochains mois, c'est pas sur les canaux marketing, c'est pas sur la dépense marketing qu'on investit, c'est sur la marque. Et quand je dis la marque, c'est pas uniquement aller faire du display ou faire des bannières ou ouvrir un showroom. La marque, c'est plusieurs choses. Un, c'est votre modèle, donc c'est vos produits. Ouais. Lancer des nouvelles gammes de produits, des nouvelles choses qui font que, un, vous êtes plus attractif, et deux, vous convertissez mieux. C'est investir dans vos clients, pour que les clients reviennent et les clients parlent de vous. Et puis j'ai oublié la troisième idée qui était super bonne. J'avais réfléchi tout à l'heure. Il y avait les enjeux autour des projets innovants, pousser l'innovation, les enjeux autour de la fidélisation. Et derrière, c'était vraiment pousser la valeur de marque. Pourquoi ? Parce que ce qu'on échangeait ensemble, c'était que c'était un asset que tu pouvais utiliser sur la durée, et qu'effectivement ça prenait du temps à construire, mais l'idée c'est qu'après tu pouvais te reposer un peu plus dessus que si tu faisais que de la perf. Il y a un truc qui est très vrai, c'est que la croissance, et la vraie croissance, c'est pas la croissance que vous allez acheter. Enfin, je sais pas le dire en français parce que j'ai pas trouvé les mots, mais nous on a l'habitude de dire que tu as les clients que customer you buy and customer you earn. Et d'acheter tes clients c'est facile, mais ça coûte cher. Le problème, c'est d'aller croître. Aujourd'hui, on continue à croître de 40 à 50% par an. Au bout de 6 ans, 7 ans, on est très content, mais on ne dépense pas plus 40-50% par an en marketing. Et d'ailleurs, de faire 40-50% de croissance par an en marketing, enfin en croissance avec 40-50% de croissance en marketing, c'est très compliqué. Parce que tu peux pas augmenter ton market de façon d'où l'arrivée rentable du earn, effectivement, qui te permet de croître. Donc, tu dois investir sur les clients qui vont venir vers toi. La vraie croissance, c'est l'augmentation de ton trafic naturel et pas ton trafic payant, et c'est l'augmentation de ton taux de conversion. Très bien. Voilà. Julien, merci beaucoup.
Merci.